L'affaire Roman, c'est l'histoire d'un homme devenu le plus grand mythomane de France. Celui qui a fait croire à son entourage qu'il était médecin-chercheur travaillant à l'OMS de Genève a commis l'horreur lorsque son secret était sur le point d'être découvert. Comment ce mari idéal et père modèle a-t-il pu pendant 18 ans vivre dans l'imposture et la manipulation sans éveiller aucun soupçon? Dans la nuit du 11 janvier 1993, à Prevessin dans l'Ain, tout près de la frontière suisse, les habitants assistent impuissants à l'incendie qui s'est déclenché dans la maison du docteur Roman. Il est 4 heures du matin quand les pompiers arrivent sur place et le feu a déjà ravagé une bonne partie de la maison. À l'intérieur, ils trouvent le propriétaire, Jean-Claude Roman, 38 ans, inconscient sur le sol de la chambre conjugale. À ses côtés, malheureusement, se trouve sa femme, Florence, 37 ans, qui n'a pas survécu. Elle présente de graves blessures au crâne qui laissent penser qu'elle a reçu des gravats. Un peu plus loin, dans la chambre des enfants, c'est aussi le drame. Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, ont également perdu la vie. Jean-Claude est donc le seul survivant. Il est immédiatement évacué et emmené à l'hôpital le plus proche. Cet accident est une tragédie, mais les pompiers s'interrogent sur la nature de l'incident car ils remarquent que le feu a pris à 3 endroits. Dans le grenier, dans la chambre des enfants et dans la cage d'escalier. Il est donc fort possible que le départ de feu soit un acte criminel. Mais pour l'heure, il est important de prévenir la famille de Jean-Claude du terrible drame. Aimé et Anne-Marie Roman, les parents, habitent dans le Jura, à Clermont-Lurac, et lorsque l'on sonne chez eux, personne ne répond. La maison est étrangement calme, et c'est après avoir forcé la porte que l'horreur continue. Sur le sol, gît 2 corps recouverts de draps imbibés de sang. Il s'agit des parents du docteur et à leur côté repose leur chien mort également. Près des 3 cadavres, on retrouve des douilles de 22 longs rifles et il ne fait aucun doute qu'ils aient été assassinés. Au même moment, à Prevessin, les enquêteurs comprennent très vite que l'incendie n'était pas un accident car ils ont découvert des bidons d'essence dans la maison et ont pu également constater que les portes du rez-de-chaussée étaient fermées de l'intérieur. Comme se doutaient les pompiers, l'incendie était donc bien volontaire et la chose la plus étonnante est qu'ils ont retrouvé des vêtements poussés sur le bas de la porte de la chambre du couple, comme si quelqu'un avait voulu calfeutrer la chambre afin de retarder la progression du feu. Les corps de Florence, Caroline et Antoine sont emmenés à la morgue et il s'avère que les enfants ont été tués par balles de même calibre que ceux retrouvés chez les grands-parents. Et les gendarmes qui enquêtent sur le meurtre dans le Jura apprennent par des voisins que Jean-Claude aurait déjeuné chez ses parents le midi et qu'ensuite le couple de retraités n'aurait plus donné signe de vie. Les enquêteurs font très vite le rapprochement et commencent à comprendre que Jean-Claude Roman est peut-être responsable des 2 crimes. À l'hôpital de Genève en Suisse, plongé dans un coma artificiel, Jean-Claude est entre la vie et la mort. Cette situation ennuie fortement les enquêteurs car ils ne peuvent pas compter sur lui pour avancer dans leur enquête. Ils décident donc d'effectuer des recherches sur l'homme afin d'en savoir un peu plus sur sa vie. En recueillant des témoignages, ils découvrent que Jean-Claude Roman est considéré comme un grand médecin. C'est un chercheur qui travaille depuis 10 ans à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est quelqu'un de réputé dans le monde entier et qu'il est un spécialiste des cultures cellulaires. Sa femme Florence est pharmacienne, mais elle ne travaillait plus car son mari gagne très bien sa vie. Ils sont décrits comme un joli couple avec de beaux enfants. En bref, une famille idéale. Mais c'est en fouillant dans le répertoire du docteur que les gendarmes vont faire une avancée majeure dans leur enquête. Ils tombent sur un numéro de téléphone appartenant à une femme du nom de Chantal Delalande et résidant à Paris. Lorsqu'ils abordent le sujet de Jean-Claude Roman, la femme se met soudainement à pleurer et accuse le docteur d'avoir tenté de la tuer le week-end dernier, soit la veille de l'incendie. Elle raconte en détail que Jean-Claude lui a proposé un dîner dans une maison de campagne de Seine-et-Marne chez son soi-disant ami Bernard Kouchner. Le couple prend la voiture et c'est alors qu'en milieu de chemin, Jean-Claude décide de s'arrêter sur le bord de la route. Il demande à sa maîtresse de descendre du véhicule et de fermer les yeux car il a une surprise pour elle. C'est à ce moment-là qu'il asperge son visage de gaz lacrymogène avant de la frapper et d'essayer de l'étrangler. Encore sous le choc, la femme explique qu'elle a réussi à le raisonner en lui criant « Pense à mes enfants ». Jean-Claude a alors eu un déclic, il s'est arrêté,
Puis il a bredouillé des excuses expliquant qu'il prenait des médicaments à cause de son cancer et que ça lui fait perdre la raison au point de faire n'importe quoi. Il ramène ensuite sa maîtresse à Paris et lui fait promettre de ne parler de cet incident à personne, sinon cela ruinerait sa carrière. Avec cette histoire, les enquêteurs détiennent une piste solide et croient de plus en plus à l'implication de Jean-Claude dans l'assassinat de sa famille, et notamment parce qu'ils retrouvent dans sa voiture un mot écrit à la main. Un banal accident, une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. Les résultats d'autopsie pratiqués sur les victimes sont sans appel. Florence, la femme, est la seule qui n'a pas été tuée par balle. Elle présente des fractures sur le crâne et le légiste compte 6 coups sur la tête. Tous les autres ont été exécutés à la carabine. 3 balles pour la petite Caroline et sa grand-mère Anne-Marie, 2 balles pour Antoine, le fils, et 1 balle pour Aimé, le père. Le plus triste, c'est qu'ils n'ont rien vu venir car ils ont tous été tués de dos. Quand Jean-Claude Roman sort du coma, les enquêteurs le questionnent et il va très vite raconter des histoires à dormir debout. Il explique qu'un homme vêtu de noir est arrivé dans la maison et qu'il a massacré tout le monde, le laissant pour mort avant de s'enfuir. Et lorsque les gendarmes lui annoncent que ses parents ont été également assassinés à des kilomètres de là, Jean-Claude n'a pas l'air au courant et il joue même la surprise. Alors les gendarmes tentent une autre approche. Ils lui disent que tout le monde est mort sauf lui et que ça pose tout de même des questions. Mais Jean-Claude ne se démonte pas. Il affirme qu'il est chrétien, qu'il n'a pas pu faire une chose pareille, car le 2e commandement de la Bible dit « Tu ne tueras point ». Il a beau citer la Bible, les histoires bancales que nous pond le médecin ne tiennent pas bien longtemps et au 2e rendez-vous chez le juge, il craque. Sans émotion, il reconnaît les meurtres l'un après l'autre. Il raconte d'un ton glaçant et sans regret comment les choses se sont déroulées. Il est 8 heures du matin, les enfants sont en bas dans le salon, ils regardent la télé et au même moment, Jean-Claude pénètre dans la chambre où sa femme dort paisiblement. Il la frappe à de nombreuses reprises avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. Il descend ensuite rejoindre les enfants sur le canapé et pendant une demi-heure, il va regarder les dessins animés avec eux, il va les câliner et leur dire qu'il les aime. Puis il va dire à Caroline qu'elle a un peu de fièvre et qu'il faut qu'elle monte dans sa chambre afin qu'il puisse lui prendre la température. Une fois là-haut, il demande à sa fille de s'allonger sur le lit, il lui met un oreiller sur la tête, c'est pour jouer, dit-il, puis il tire. Il appelle ensuite Antoine et il répète l'opération. Après sa tuerie, Jean-Claude continue sa petite vie tranquillement et il sort même acheter son journal. En rentrant, il appelle ses parents, leur demande s'il peut venir déjeuner et ces derniers acceptent avec joie. Jean-Claude grimpe dans sa voiture, il parcourt les 80 km qui le séparent de chez ses parents, il déjeune avec eux, puis il dit à son père qu'il a remarqué une drôle d'odeur au premier étage et propose qu'ils y aillent jeter un œil ensemble. Lorsque son père se retrouve de dos, il tire. Il appelle ensuite sa mère et tire à nouveau. Il raconte qu'il a aussi tué leur labrador pour que sa fille qui l'adorait tant puisse le retrouver au paradis. Après les meurtres, Jean-Claude s'en va pour Paris afin de retrouver sa maîtresse et de tenter de la tuer. Mais son plan ne se passe pas comme prévu, alors il rentre chez lui après avoir roulé toute la nuit. Il va rester sur son canapé à regarder la télé pendant toute une journée alors que les cadavres de sa femme et de ses enfants pourrissent à l'étage. À 22h précisément, il répand de l'essence dans la maison et sur les corps. À 4h du matin, il avale des somnifères et craque une allumette. Les gendarmes n'en reviennent pas. Jean-Claude est bien l'assassin de sa propre famille. Mais comment un médecin à la réputation parfaite a-t-il pu commettre l'horreur? Dès le lendemain de l'incendie, les enquêteurs avaient demandé à leurs collègues suisses de recueillir des informations sur le docteur Roman auprès de l'OMS. Mais bizarrement, l'organisation dit ne pas connaître ce nom dans leurs locaux. Alors les gendarmes se tournent vers l'INSERM de Lyon, car ils ont entendu dire que Jean-Claude y avait travaillé. Et à leur grand étonnement, personne ne le connaît. Alors ils appellent l'ordre des médecins à Paris, mais là encore, aucun médecin n'est inscrit sous le nom de Roman. Ils décident alors de chercher encore plus loin et contactent la faculté de médecine de Lyon. D'après les amis de Jean-Claude, ils y avaient étudié ensemble et il aurait même obtenu son diplôme de médecin. Mais là encore, c'est une impasse. Il n'y a aucun ancien diplômé sous ce nom. En revanche, il y a bien un Jean-Claude Roman qui a été étudiant dans cette fac, mais il n'a jamais obtenu son diplôme. Et en consultant son dossier, les enquêteurs découvrent qu'il n'a même pas dépassé la 2e année. Pour la famille et les amis, c'est le choc. Jean-Claude n'a jamais été médecin. Il a tout inventé et il a menti pendant 18 ans. Mais comment ce gros mensonge a-t-il commencé? Né le 11 février 1954, Jean-Claude Roman est fils unique.
Il a été élevé comme un enfant précieux, surprotégé, il vit dans un contexte familial où tout ce qui pourrait le faire souffrir est dissimulé. C'est un garçon connu pour être un élève très studieux, il obtient son baccalauréat en 1971 avec 1 an d'avance. Par la suite, il commence une année préparatoire au concours des eaux et forêts dans le lycée du Parc, dans le but de devenir ingénieur, mais il aurait abandonné à cause d'un bizutage qu'il n'a pas supporté. Il reprend l'année suivante des études de médecine à la faculté de Lyon. Il obtient sa première année sans souci et c'est au cours de la deuxième que tout va basculer. Jean-Claude a quasiment validé son année et il ne lui reste qu'une épreuve à passer. Mais il ne s'y présente pas car il a eu une panne de réveil. Il loupe donc son passage en troisième année, mais heureusement il y a les sessions de rattrapage. Mais là encore, il n'y va pas car il se serait fracturé le poignet en tombant dans l'escalier. 3 semaines plus tard, les résultats tombent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va commencer les mensonges. Par peur de l'échec, par orgueil ou pour ne pas faire de la peine à ses parents, il va mentir prétendant avoir réussi sa deuxième année. Jean-Claude va alors se cloîtrer dans son studio, il ne va pas à la fac, ne voit personne et grossit de 20 kilos. Un peu avant Noël, un copain du nom de Luc le découvre dans ses détritus et pour se justifier, Jean-Claude va alors commettre son second mensonge. Il annonce avoir un lymphome. Entre 1975 et 1986, il se réinscrit 12 fois en seconde année de médecine. Et personne ne l'embête à lui parler de ses études. Tout le monde est attendri par le combat qu'il mène contre sa maladie, qui lui permet donc d'alterner entre période de rémission et rechute, sans trop éveiller l'attention. Et il réussit enfin à charmer la femme qu'il désirait tant, mais qui jusqu'à maintenant se refusait à lui, Florence Crowley, une cousine éloignée qu'il voyait parfois dans les fêtes de famille et qu'il épousera en 1985. Elle aussi a fait médecine, mais ayant raté l'examen en deuxième année, elle s'est rabattue sur la pharmacie. Jean-Claude pousse le vice encore plus loin puisqu'il révise ses cours avec Florence et se présente dans le hall d'entrée et à la sortie de la fac durant les examens pour faire acte de présence. Et puis après toutes ces années, il est soi-disant reçu au concours de l'internat de Paris. Il annonce à ses parents qu'il est chargé de recherche à l'INSERM de Lyon, puis maître de recherche à l'OMS à Genève. Il s'installe ensuite avec son épouse à Prevessin, dans une grande maison en banlieue chic et résidentielle. Florence effectue de temps en temps des remplacements à la pharmacie du village, mais s'occupe principalement des enfants. Et pour faire oublier son cancer, Jean-Claude raconte qu'il a été soigné par le professeur Léon Schwarzenberg, qu'il connaîtrait personnellement. Un mensonge en entraîne un autre, et Jean-Claude doit maintenant nourrir sa vie de médecin-chercheur afin de la rendre crédible. Donc il se lève tous les matins et dépose les enfants à l'école. Il sillonne les routes jusqu'à passer la frontière, il entre dans le bâtiment de l'OMS avec un badge de visiteur, il suit des conférences et se rend à la bibliothèque. Là-bas, il y récupère tout ce qui est imprimé et gratuit, lui permettant alors de laisser chez lui de la paperasse portant l'entête de l'organisation. Pour tuer le temps, il lit des revues médicales afin d'acquérir toutes ces connaissances qui, pendant des années, vont lui permettre d'avoir des conversations profondes avec de vrais médecins qui vont d'ailleurs le trouver brillant. Il donne des soi-disant cours dans une université en Bourgogne, alors il en profite pour rendre visite à ses parents et déjeuner avec eux avant de retourner à son errance dans les forêts alentours. Il passe des heures dans sa voiture, stationnée sur un parking de supermarché ou sur une aire d'autoroute, puis il rentre comme après une longue journée de travail éprouvante. Pour éviter que sa femme n'appelle à son bureau, il explique à Florence qu'il est inatteignable et que le seul moyen pour elle de le joindre est de contacter une boîte vocale sur laquelle elle doit laisser un chiffre de 1 à 9 selon le degré d'urgence de l'appel. Il se débrouille ensuite pour la rappeler d'une cabine téléphonique où il erre. Son soi-disant statut de haut responsable l'oblige à participer à des congrès imaginaires dans des pays lointains comme le Japon ou le Mexique. Alors régulièrement, il annonce à sa femme qu'il doit s'absenter. En réalité, son voyage s'arrête à l'aéroport de Genève où il se terre quelques jours dans une chambre d'hôtel. Pour anticiper toute question en rentrant, il se contente de lire le guide du routard et il ramène des souvenirs qu'il a achetés dans les boutiques de l'aéroport. Et il fonctionne comme ça pendant une dizaine d'années. Mais comment finançait-il cette vie de mensonge? Entre 1985 et 1993, il aurait mis la main sur près de 3 millions de francs, soit un peu plus de 450 000 euros. Sa principale source de revenus venait de ses parents qui l'entretenaient depuis le début de ses études. Il lui avait acheté un studio à Lyon et même une voiture. Malgré son entrée dans sa soi-disant vie active, Jean-Claude continuait de puiser dans les comptes bancaires de ses parents sur lesquels il avait une procuration. Lorsqu'il avait quitté Lyon, il avait vendu l'appartement et avait gardé l'argent pour lui sans en parler à personne. Évidemment, l'argent de ses parents ne lui suffisait plus et c'est à ce moment-là qu'il va manipuler son entourage. Grâce à son statut de fonctionnaire international, il va prétendre
prétendre avoir droit à des placements extrêmement avantageux en Suisse dont il pouvait faire bénéficier sa famille. Jouissant d'une réputation d'homme raisonnable, Jean-Claude arrivait à convaincre sans peine son entourage qui lui confiait alors d'énormes sommes à placer dans les banques suisses sans avoir de traces écrites. Ainsi, les frères de Florence, Emmanuel et Jean-Noël, lui donnent 15 000 francs. Pierre Crollet, son beau-père, lui confie l'intégralité de sa prime retraite et lorsque ce dernier meurt d'une chute dans les escaliers, la famille confie l'argent de la vente de la maison familiale à Jean-Claude. Il empoche alors 650 000 francs. Le besoin d'argent est tel que Jean-Claude va vendre de faux médicaments à un oncle de sa femme qui souffrait d'une maladie. Il prétexte qu'il s'agit de médecine expérimentale tout droit sortie de l'OMS à 15 000 francs la boîte. L'oncle lui fait confiance et débourse 60 000 francs avant de mourir. Au début des années 1990, Jean-Claude s'est rapproché de Chantal Delalande, l'ex-femme d'un ami du couple roman qui deviendra par la suite sa maîtresse. Elle lui parle alors des 900 000 francs qu'elle a obtenus suite à la vente de son cabinet de dentiste. Ne sachant trop quoi faire d'une telle somme, elle demande conseil à Jean-Claude. L'homme ne perd rien pour attendre et récupère le butin. Au fil des années, personne n'a demandé son reste, sauf le beau-père, Pierre Crollet, qui à un moment donné a demandé à percevoir ses intérêts. Rappelez-vous, j'avais dit qu'il était mort suite à une chute dans l'escalier. Eh bien, le seul témoin de cet accident est Jean-Claude. Il se trouvait seul avec lui, dans la maison. Lorsque les pompiers sont arrivés, le beau-père qui faisait une hémorragie cérébrale aurait alors bafouillé Jean-Claude m'a, avant de s'évanouir et de tomber dans un profond coma dont il ne se réveillera jamais. Jean-Claude prendra en charge les funérailles de son beau-père et lance une levée de fonds qu'il détournera afin de récupérer la totalité des dons. Pierre Crollet serait-il la toute première victime de Jean-Claude Roman? C'est une hypothèse sur laquelle le juge va enquêter, mais sans éléments disponibles pour aller au-delà, il finira par classer l'affaire sans suite. Si Jean-Claude a échappé de justesse aux conséquences de ses mensonges, tout a basculé quand sa maîtresse, alertée par sa meilleure amie sur l'absence de garantie écrite concernant ses fameux placements, demande à récupérer son argent. Jean-Claude temporise comme il peut, il invente toutes sortes de prétextes pour la faire attendre, mais Chantal se montre de plus en plus pressante. Alors il finit par lui promettre qu'elle aura son argent le 9 janvier, après le dîner avec ses amis les Kouchner, le fameux soir où il a tenté de l'assassiner. Même si sa maîtresse n'avait pas été un obstacle, Florence, sa femme, commençait à se poser des questions. C'est une discussion à la sortie de l'école qui lui met la puce à l'oreille. Une femme, dont le mari travaille aussi à l'OMS, lui parle de l'arbre de Noël, un événement organisé par l'entreprise pour les enfants des employés, mais Florence n'en a pas connaissance, elle et ses enfants n'y sont jamais allés. Après avoir fait la lumière sur sa vie d'imposteur, les enquêteurs tiennent le mobile du crime. Jean-Claude devait de l'argent à tout le monde, et il ne pouvait pas rembourser car il avait tout dilapidé. Se sentant coincé avec sa femme qui commençait à découvrir son vrai visage, il ne pouvait plus mentir. Sa vie de mythomane allait être révélée au grand jour, et cette idée lui était insupportable. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse le 25 juin 1996, 3 ans et demi après la tuerie. Jean-Claude apparaît, il a une tête de brave type, il n'a rien d'un monstre, et pourtant. L'issue du procès est évidente, l'accusé a avoué, donc il ne s'agit pas de savoir si oui ou non il est coupable, il s'agit de savoir ce qu'il ressent après avoir abattu froidement un par un ses parents, sa femme et ses enfants. Jean-Claude est donc un mystère qu'il faut percer. Ses avocats vont mettre en avant l'engrenage dans lequel il s'est retrouvé. Après le meurtre de sa femme, se sentant coincé, il aurait été obligé de tuer ses enfants pour ne pas avoir à leur expliquer qu'il ait assassiné leur mère. Mais l'avocat général tient à rappeler qu'il a prémédité son crime, car 4 jours avant le drame, il achète des somnifères à la pharmacie. 3 jours avant, il achète dans une armurerie des balles de 22, un silencieux, ainsi qu'une bombe lacrymo, dont il va se servir contre sa maîtresse. Et la veille, il achète des bidons qu'il remplit d'essence pour mettre le feu à sa maison. Non, ce n'est pas un engrenage, c'est un acte soigneusement préparé. Une question sur le sort personnel de l'accusé se pose. Au bout de toute cette vie de mensonges, pourquoi Jean-Claude ne s'est-il pas suicidé? Ses avocats disent qu'il a tenté, car il passe 2 jours dans le coma entre la vie et la mort. Sans intervention des pompiers, il serait mort dans cette maison en flammes. L'accusation, quant à elle, rappelle qu'il possédait une arme et qu'il aurait pu se tirer une balle. Au lieu de ça, il se calfeutre dans sa chambre en plaçant des linges sous la porte pour être certain de ne pas mourir intoxiqué par les fumées. De plus, il a attendu 4 heures du matin pour craquer l'allumette, car il savait que les éboueurs passent à cette heure-là et qu'ils vont forcément prévenir les secours. Cette théorie tient la route, mais les psychiatres rappellent qu'il avait pris une grosse dose de somnifères, et pour eux c'est une preuve qu'il voulait mourir. Durant le procès, Jean-Claude Roman ne laisse rien paraître. Il est froid, il ne regarde jamais la salle ni sa belle famille.
Pas une fois il va leur demander pardon, il ne présentera même pas d'excuses. Le seul moment où il va s'effondrer en larmes, c'est durant le 3e jour, lorsque la cour va parler du chien qui l'a tué, et tout le monde va se demander s'il n'est pas fou. Les experts psychiatres vont dire qu'il est atteint d'une pathologie mentale qui l'exclurait des débats. Il n'est donc pas fou au sens commun du terme et il est bien responsable de ses actes sans aucun doute, mais compte tenu de son histoire, il doit bénéficier de circonstances atténuantes du fait de sa fragilité personnelle et de son narcissisme pathologique dans lequel il s'est enfermé à cause de l'image d'homme parfait dont il pensait être prisonnier. Et pour appuyer leur théorie, les psychiatres vont reprendre une phrase dite par Jean-Claude un peu plus tôt dans le procès qui va donner tout son sens. « J'ai tué tout ce que j'aime, mais je suis enfin moi ». Après les plaidoiries, la parole est donnée à l'accusé. Jean-Claude Roman a le regard rivé sur la table des scellés, là où sont posées les photos de sa femme, de ses parents et de ses enfants. Il va s'adresser à eux en disant « Je vous demande pardon ». Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe sans aucune surprise. Jean-Claude est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans pour homicide, tentative d'assassinat, incendie volontaire et abus de confiance. Pendant ses 26 années de détention à la maison centrale de Saint-Maur, Jean-Claude Roman est bibliothécaire. Mais alors que tout le monde sait qu'il n'est pas un véritable médecin, des détenus vont quand même le consulter et il va leur donner des conseils avec implication. Toujours avide de connaissances, il obtiendra finalement un vrai diplôme d'ingénieur informaticien et à la fin de sa détention, il travaille pour l'INA où il numérise les archives de la TV et la radio. Ce qui transforme Jean-Claude, c'est la religion. Il recouvre sa cellule d'images pieuses et fréquente l'aumônerie catholique de la prison. Il ne manque jamais la messe et demande que ses visiteurs soient chrétiens. Dès 1994, ces 2 visiteurs de prison lui proposent de devenir intercesseur, c'est-à-dire que par sa volonté, il s'engage à se lever la nuit pour prier et Jean-Claude accepte car cela lui permet d'avoir le sentiment d'appartenir à l'Église catholique. Depuis 2015, Jean-Claude Roman est libérable, cette décision n'est pas automatique, il attend alors 4 ans de plus et au début de l'année 2019, il dépose via son avocat une première demande de libération conditionnelle. Et c'est le tribunal d'application des peines qui décide. Il est composé de 3 magistrats et 3 juges qui siègent non pas au palais de justice, mais directement dans l'établissement pénitentiaire où le détenu purge sa peine. Le procureur de la République est présent, ainsi que le chef de l'établissement. Les victimes aussi ont leur mot à dire, elles sont représentées par leur avocat qui transmet leur avis. Le dossier de Jean-Claude Roman est étudié et des questions sont soulevées. Aura-t-il un endroit où séjourner à sa sortie? Il évoque une communauté religieuse prête à l'accueillir. Aura-t-il un travail? Il touchera sa retraite puisqu'il a travaillé en prison. Après délibération, les juges rejettent sa demande de libération car les éléments du projet présenté et la personnalité du détenu ne permettent pas d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné. Jean-Claude fait alors appel de leur décision. Une nouvelle audience a lieu début avril 2019 et cette fois-ci, sa demande est accordée. Jean-Claude Roman sort de prison à l'âge de 64 ans. Évidemment, il y a des conditions à respecter, sinon il y retourne. Il sera alors placé sous surveillance électronique pendant 2 ans. Il devra porter un bracelet au pied et rester chez lui de telle heure à telle heure. Dans les 10 ans à venir, il n'aura pas le droit de rentrer en contact avec les membres de la famille de sa femme, ni d'aller dans les régions où ils vivent. Il devra continuer de payer ce qu'il doit aux victimes. Il sera également soumis à des examens médicaux et il n'aura pas le droit de donner d'interviews ni de s'exprimer sur son affaire. Il est hébergé par les moines bénédictins de l'abbaye de Notre-Dame de Fongombault, dans l'Indre, jusqu'en juin 2021, date de fin de sa période de probation. Puis il s'installera dans un village de la même région. L'histoire et la personnalité de Jean-Claude Roman fascinent. L'homme n'a pas livré tous ses secrets et continue d'inspirer écrivains et réalisateurs, même à l'étranger. Des dizaines d'ouvrages, de documentaires, de séries télévisées comme New York Section criminelle et Unité spéciale traitent ou évoquent cette vie de solitude, d'imposture et d'absence qu'était celle de Jean-Claude Roman. Une question reste toujours sans réponse. Comment a-t-il pu tromper pendant des décennies son entourage? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau scène d'horreur.